Donc le CIMADREM, on est un établissement, un syndicat mixte ouvert qui est composé de 2 régions, de 2 départements et de 6 EPCI à fiscalité propre, hein, la métropole, celle de Aix-Marseille-Provence, 2 agglos, celle de Nîmes et d'Arles, et 3 communautés de communes. Donc on est situé en aval du dernier affluent du Rhône, donc le Gardon, donc sur un territoire qui est le delta originel, donc qui débute un petit peu en aval de Beaucaire-Tarascon, donc sur un territoire qui est cohérent à la fois sur le plan géomorphologique, et donc les caractéristiques hydrologiques en tête de delta, c'est un débit décennal à 8500 m3, un débit centenal à 11 500 m3 et un débit millénal à 14 500 m3, ce qui fait du Rhône un des fleuves les plus puissants en fait du monde, et je ne parle pas des durées de crue, hein, qui peuvent durer jusqu'à 15 jours, voire 3 semaines, et donc des volumes qui sont de l'ordre de 10 milliards de mètres cubes, et même supérieurs pour la crue de référence. Alors au niveau des systèmes d'endiguement, on a découpé en fait, il y a 3 systèmes d'endiguement fluviaux, un tout petit, je vais pas en parler. Donc vous avez en fait le système rive gauche qui a été autorisé donc en avril de cette année. Et vous avez le système fluvial Camargue insulaire qui est en cours d'instruction, et donc on espère un arrêté d'autorisation fin d'année. Et on déposera en fait le dossier d'autorisation du système rive droite en fin d'année. Donc on va dire fin de cette année, on sera en règle avec la réglementation 2015 en termes d'autorisation de système d'endiguement. Et ensuite, à l'automne 2019, on déposera en fait l'autorisation du système d'endiguement fluvio-maritime, hein, puisque ce système aura 2 fonctions, une fonction de digue de 2e rang par rapport à l'aléa Rhône et une fonction de digue de 1er rang par rapport à l'aléa marin. Donc le territoire protégé, c'est 1500 km², 115 000 personnes, une population protégée qui peut doubler voire tripler en période estivale. Donc le système d'endiguement, il est composé de digues en terre, ça va entre 7 mètres et 1,50 m, des quais maçonnés, des murs de château, des remblais ferroviaires, des écluses et des remblais portuaires. Donc aujourd'hui, en digue de 1er rang, il y a 235 km dans le système, 210 km gérés par le CIMADREM, et à terme, bien sûr, l'ensemble du système sera géré par le CIMADREM. Des digues fluviales de 2e rang, une petite dizaine de kilomètres. Donc ce système d'endiguement, il est traversé par des ouvrages qu'on appelle des ouvrages englobés. Donc ces ouvrages englobés, ça peut être des passages bâtardables, une trentaine de passages bâtardables, ou des ouvrages hydrauliques traversants, plus de 350, hein, on est en Camargue, donc des ouvrages d'assainissement agricole, d'irrigation, mais également en fait des réseaux secs, réseaux d'eau potable, conduite de gaz, réseaux de télécommunications, donc voilà, donc de multiples contraintes. Un système d'endiguement maritime composé d'une digue à la mer qui est beaucoup plus basse, hein, qui fait 1 mètre, 1,50 m de hauteur, mais qui est fortement soumis à l'érosion marine, et donc qui est protégé par des épiers et des brise-lames qui sont intégrés dans le système d'endiguement. Alors ce territoire, il a été fortement meurtri, alors au contraire de nos collègues du Rhône, nous on a connu beaucoup de crues, donc des crues effectivement au 19e siècle, hein, 1840, 1856, mais également plus récemment, 93, 94, 2002, 2003, et même une crue décennale en 2016. Alors en décembre 2003, on était sur une crue centenale, donc les volumes de déversement au travers de 4 brèches, c'est 230 millions de mètres cubes qui se sont engouffrés dans la zone protégée, 12 000 habitants qui ont été inondés, et 700 millions d'euros de dommages. Alors ce sinistre reste quand même, je veux dire, très en deçà en fait de la crue, des crues de 1840 et 1856, hein, qui sont des crues bicentenales, et même un peu supérieures, où on a eu quasiment 3 milliards de mètres cubes qui se sont engouffrés dans la zone protégée, et un peu moins de 2 milliards de mètres cubes. Donc c'est des volumes considérables, hein, si on ramène ça au barrage de Serponçon, hein, c'est 1,3 milliard. Donc on imagine 2 à 3 barrages de Serponçon qui vont s'engouffrer dans la zone protégée, alors pendant une période de 6 jours, hein, puisqu'on était sur des périodes de 6 jours de déversement, donc ça a ravagé le territoire, et aujourd'hui ça se traduit en stigmates, hein, c'est les laisses de crue qu'on peut voir des fois sur les habitations. Alors, suite à 2003,
Clara Villard en a parlé ce matin, il y a eu le plan Rome qui s'est mis en place, je ne vais pas reparler des différentes étapes, ça a déjà été dit. Donc qu'est-ce qui a été fait? Il a été en fait défini un objectif de sûreté. Ce qu'il a été dit, c'est de dire, en fin de compte, l'inondation, il y a un moment, il faut l'accepter quand on vit en zone inondable. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est l'inondation par brèche, parce que la brèche, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose d'aléatoire qui peut causer des victimes. Et donc, il a été envisagé de dire, on va construire des digues avec un objectif de sûreté qui est de rendre les digues résistantes jusqu'à la crue millénale. Par contre, à partir d'un certain débit, qui varie entre des crues de 10 ans et des crues de 200 ans, on va en fait permettre un déversement en fait, contrôlé en fait, sur les digues. Et donc, on a bâti, par rapport à ces objectifs, on a bâti un programme de sécurisation. Donc en rouge, vous voyez, c'est toutes les digues millénales, je vais y revenir. Et sur le bleu, en fait, c'est les digues résistantes à la surverse, donc qui vont permettre un déversement en cas de crue rare à très rare. Et on a quelques digues de deuxième rang, au sud, au droit, en fait, des zones à fort enjeu. Alors, les deux types de digues, en fait, c'est deux types, c'est des digues résistantes à la surverse. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une digue avec une carapace en enrochement bétonné qui va permettre de supporter un déversement. Donc là, je vais revenir, vous avez la digue de Beaucaire-Fourques qui est aujourd'hui terminée. Et vous avez en fait des digues millénales qui vont être calées 50 cm au-dessus de la crue millénale et qui vont être des digues avec tous des composants, je vais y revenir dans un instant. Alors le principe de calage des ouvrages, vous avez là le profil en long, donc vous avez l'altitude, là vous avez les pécarones, donc on se déplace le long du fleuve, d'amont en aval. Donc vous avez ici en fait en noir, c'est la cote de la protection actuelle, en Beaucaire-Fourques. Et donc nous, en fait, il a été décidé de revoir l'ensemble de calage des digues. Donc des fois on rehausse en fait la digue par rapport à la protection existante, et des fois on s'est calé juste au-dessus des points bas, donc ça nous arrive des fois de baisser la digue et donc de rendre en fait cette digue résistante à la surverse. Alors l'objectif, et qui est traduit là en termes de modélisation, c'est de passer en fait d'une inondation par brèche, donc avec les volumes que j'ai évoqués précédemment, donc qui se traduisent en milliards de mètres cubes, et passer à des déversements contrôlés, donc avec des surversants brèches, donc avec des volumes sensiblement inférieurs. On est de l'ordre de 10 à 25 millions de mètres cubes pour la crue de référence. Alors, ces 250 km de digues, bien sûr, on n'allait pas les réaliser, on va les réaliser en 20 ans. Ça fait 10 ans qu'on est déjà en travaux. Et donc, on a découpé en fait ce programme de sécurisation en plusieurs opérations qui sont au niveau loi sur l'eau, puisque ça nous avait été demandé par la police de l'eau, qui sont toutes autosuffisantes. C'est-à-dire, chaque opération, en fait, au niveau loi sur l'eau, c'est un dossier à part entière qui s'insère dans un programme de sécurisation global. Alors, quand il a fallu commencer, il a fallu définir une stratégie d'intervention. Donc, en fait, vous avez en fait les zones d'enjeu proches. Donc, c'est Tarascon, c'est Beaucaire, c'est Arles, c'est Fourques. Si je vais en extrémité, vous avez Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, vous avez Port-Saint-Louis, Salins-de-Giraud. Et là, vous avez aussi la commune de Saint-Gilles et de Bellegarde. Donc, notre stratégie, ça a été d'abord de dire, on va commencer par faire les protections au droit des zones densément urbanisées pour éviter en fait les morts. Donc, on a commencé par la sécurisation des digues urbaines, donc quai d'Arles, la banquette de Beaucaire, les quais de Tarascon. Donc, en Arles, c'était quoi la problématique? La problématique, c'était essentiellement une problématique d'affouillement. En fait, on a ce qu'on appelle le verrou d'Arles. Donc on a le fleuve qui fait 400 mètres en amont, 400 mètres en aval, et dans la traversée d'Arles qui va se rétrécir à 150 mètres. Donc ça va se traduire en fait en accélération des vitesses, avec en fait une remontée des lignes d'eau. Et donc on a eu une fosse d'affouillement qui s'est en fait créée en traversée d'Arles. Donc on avait les ouvrages en 2008 qui peu à peu commençaient à s'effondrer. On avait un fil d'étiage qui était en fait très bas, donc on avait la fondation. Alors les quais étaient fondés sur puits en bois,
Donc on avait en fait les puits en bois qui étaient dans la zone de marnage, donc de temps en temps à l'air libre, de temps en temps sous l'eau, donc c'est le pire pour le bois. Donc le bois commençait à pourrir, les quais commençaient à s'effondrer, et donc il a fallu tout reprendre. Donc on est parti en fait sur une solution simple pour les zones urbaines, puisque c'était des ouvrages maçonnés. On a battu de la pale planche, tout le long en fait des pieds d'ouvrage, et on a refait en fait toutes les maçonneries. Donc là vous avez quelques photos des travaux, battage de pale planche. Là c'est les tirants en fait qui sont en fait qui relient la pale planche. C'est des tirants qui viennent en fait à l'intérieur du sol pour que la pale planche soit autostable. Et là vous avez la réfection en fait des maçonneries. Donc aujourd'hui les quais d'Arles en fait sont entièrement rénovés, sécurisés, bien entretenus. On en a profité pour moderniser en fait les bâtardeaux qui étaient des bâtardeaux bois, donc lourds, je veux dire avec des fois du bois qui vrillait. Donc on a modernisé ça avec des bâtardeaux aluminium qui peuvent se mettre en fait très facilement en place. Ensuite, on a créé également en fait une digue au nord d'Arles, donc une digue de deuxième rang. Donc avant la création des digues résistantes à la surverse, on a créé en fait une digue au nord d'Arles pour protéger les quartiers qui avaient été inondés en 2003. Donc vous avez cette digue qu'on voit en vue aérienne qui vient se raccorder à des digues de canaux dont le confortement également est prévu mais n'a pas encore été réalisé. Et vous avez de l'autre côté le raccordement à un remblai ferroviaire. Alors, on a mené aussi, on s'est dit, bon, 20 ans, c'est quand même long. On sortait quand même d'une période de 10 ans où on avait eu 6 crues supérieures à la crue décennale, donc on était un petit peu échaudés. Et donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on se prépare pendant cette période de 20 ans à pouvoir intervenir rapidement. Alors, nos digues n'étaient pas carrossables, donc nos gardes-digues, en fait, mettaient quasiment la journée pour faire leur secteur qui fait 30 km de long. Donc, on a voulu rendre carrossables, en fait, toutes les digues de deuxième priorité, donc une centaine de digues, une centaine de kilomètres ont été rendus carrossables. Et ça nous a servi, puisqu'on a fait 2 interventions d'urgence en novembre 2014 et en novembre 2016. Novembre 2014, on a eu une tempête décennale, donc des remontées maritimes qui sont venues, en fait, qui ont commencé à éroder en fait, la digue, sur lequel en fait, il n'y avait pas de protection de berge. Et donc, on a eu un départ de brèche qui a pu être empêché grâce à une accessibilité rapide sur les digues. On a également en novembre 2016, donc c'est une crue décennale, c'était la plus grande crue depuis 2003. On a eu une petite brèche, contre toute attente, on ne s'y attendait pas. Donc on n'avait pas encore défini le niveau de protection, mais voilà, on a quand même été surpris. Donc on a eu cette petite brèche, et donc en moins de 3 heures, en fait, en moins d'1 heure, l'entreprise était sur place, et en moins de 3 heures, la brèche était colmatée. Tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas fait cette opération de carrossabilité. Alors la carrossabilité, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher au regard du coût de confortement. On est sur du 70 € du mètre linéaire, 70 000 € par kilomètre, c'est pratiquement des coûts de gestion. Donc je veux dire, il n'y a rien d'affolant et c'est très efficace. Alors maintenant, je vais vous parler de la digue de Beaucaire-Fourques. Alors en fait, notre stratégie d'intervention sur les investissements, c'est construire des digues sûres et durables. Bon, alors ça c'est un petit peu de la terminologie un petit peu bête, mais derrière en fait, on veut y traduire en fait 9 fonctions essentielles, 8 fonctions passives et 1 active. Et je vais essayer de vous les illustrer en fait au travers des travaux qu'on a réalisés. Donc tout d'abord, on a voulu rétablir les fonctions étanchéité et résistance. Alors qu'est-ce que ça consiste à quoi? Nos digues, en fait, les premières digues ont été construites en fait à partir du XIIe siècle. Robin Nollet en parlait ce matin sur le Rhône amont. Et donc, on a voulu en fait à chaque crue, en fait, on venait rehausser les digues. Ce qui fait qu'on avait un véritable millefeuille, millefeuille des fois avec une belle couche de sable, vous voyez ici, comme ça, traversante. Et donc, à un moment, on s'est dit, avec les élus, on ne va pas faire tous ces travaux en refaisant un masque d'étanchéité. Il vaut mieux à un moment démonter l'ouvrage, casser le millefeuille et reconstruire l'ouvrage. Donc c'est ce qui a été fait. En plus, ces digues avaient été compactées à la main, sans prise en compte de la teneur en eau, puisque c'était une connaissance que les ingénieurs d'époque n'avaient pas. Et donc, en fait, on a commencé à ériger en fait, nos digues avec une arroseuse qui vient ici humidifier la terre pour mettre la terre à la bonne teneur en eau, un malaxeur qui vient homogénéiser les couches de 30 cm,
pour avoir une teneur en eau homogène, et les compacteurs pieds-dameur qui sont venus en fait compacter en fait les remblais par couche de 30 cm. Alors, les règles de l'art, hein, pour nous, c'est un niveau de compacité supérieur à 95% de l'OPN. À un moment, on partait sur du 98%, mais on voyait que dans la pratique, on avait du mal à respecter. Donc, on préfère partir sur des objectifs réalisables. Par contre, on demande un compactage systématiquement côté humide. Hein. C'est des recommandations d'ailleurs données par EDF, hein, M. Courriveau, M. Free. Parce que en fait, un matériau qui est compacté côté humide, il va avoir une meilleure résistance à l'érosion. C'est quelque chose qui est plus compliqué à faire, parce qu'après, ça pose des problèmes de traficabilité des engins de compactage, mais vous aurez en fait une résistance quasiment x10 de résistance à l'érosion. Et un contrôle de compacité, donc des essais au gamma densimètre qui sont réalisés tous les 200 mètres cubes. Donc 5000 essais de mesure au gamma densimètre pour la digue de Beaucarrefour qui a fait 13 km. Une fois ces deux fonctions rétablies, on a en fait réalisé la mise en œuvre de fonctions qu'on appelle filtration et drainage. Donc qu'est-ce que c'est en fait le filtre? Le filtre, c'est un géotextile filtrant qui va, en cas de défaillance de l'étanchéité, donc on imagine une fissure, un blaireau, on ne sait pas comment seront nos ouvrages dans 100 ans, donc en fait le géotextile, en fait, il va permettre de laisser passer l'eau, mais il va retenir en fait les matériaux et donc il va empêcher le développement de l'érosion interne à l'intérieur du remblai. Après, un massif en gravier pour évacuer cette eau, hein, un matériau drainant. Donc ça, c'était entre Beaucarrefour et sur la digue sud d'Arles. Là, on a mis en œuvre un procédé qui est un géocomposite en fait drainant. Donc c'est en fait une espèce de géogris en fait qui est coincé entre deux géotextiles filtrants. Donc ça coûte moins cher. C'est un peu moins sûr, les puristes iront plutôt sur ça. On essaie aussi d'optimiser le coût, hein, donc sur des digues qui font 5 à 6 mètres de haut, on va plutôt aller sur ce type de solution. Sur des digues qui font 3 à 4 mètres de haut, on va plutôt aller sur ce type de solution. Donc voilà, on essaie aussi d'aller au mieux dans les investissements qui sont très coûteux. Ensuite, on passe aux fonctions stabilité-protection. Alors qu'est-ce que c'est la stabilité? C'est bien sûr l'adoucissement des talus. Mais c'est également le fait de mettre une recharge aval, parce qu'il ne suffit pas de mettre un drain avec un géotextile. Si vous ne mettez pas du poids sur votre filtre, le jour où il sera en fait sollicité, vous allez avoir votre filtre qui va se soulever et qui va être inefficace. Hein, donc ce n'est pas ce qu'on veut, donc on propose en fait ce système de recharge aval. Vous avez également la protection grillage anti-fouisseur. Tout à l'heure, Arnaud Boulet en parlait sur les digues du Rhône. Je ne vais pas m'y étendre. Voilà. Et donc ensuite, donc là c'est l'innovation hein, dont on est très fier puisque c'est la fonction évacuation, donc résistance à la surverse. Donc on vient poser des enrochements, hein, on vient reconstituer, on vient poser des enrochements, on vient liaisonner en fait ces enrochements au béton, on vient mettre une poutre tout le long qui va être en fait, qui va permettre en fait un calage fin en fait de la côte de surverse. Et la dernière fonction, mais néanmoins très importante, qui est plutôt une fonction environnementale. Donc là, on va se soucier, on veut que ces ouvrages quand même s'insèrent dans l'environnement et puissent respecter l'environnement. Donc on a adopté une certaine stratégie. Cette stratégie, c'est d'abord nos enrochements bétonnés, donc à la grande déception de nos élus et de mon président. On va recouvrir de terre végétale les enrochements bétonnés. Donc ils ne seront pas visibles. Donc c'est vrai qu'à un moment il y a eu un débat sur ça. Alors pourquoi on le fait? On le fait parce qu'il y a besoin d'intégrer paysagèrement en fait ces ouvrages. Il y a aussi besoin en fait nos digues hébergent en fait le papillon diane qui est une espèce protégée, donc de rétablir en fait le couvert herbacé qui est propice à ce papillon diane. Et puis il faut le dire, ça permet de réduire les coûts d'entretien parce que aller en fait je veux dire 5 km d'enrochement bétonné, aller l'entretenir, ça coûte très cher. Surtout, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser, bien heureusement, des produits phytosanitaires. Donc, en fait, c'est quand même plus facile de débroussailler un talus herbacé que d'entretenir des enrochements bétonnés. Et on réutilise également, pour réduire l'empreinte carbone de nos travaux, on va favoriser la réutilisation des matériaux de la digue issus du démontage. Donc, tout est réutilisé quasiment. On va utiliser des emprunts locaux, vous les voyez ici en vue aérienne, et on va combiner en fait
la création des zones d'emprunt avec des mesures compensatoires écologiques, excusez-moi, pas hydrologiques, mesures écologiques. Mais l'environnement, c'est pas simplement ça, c'est que souvent, en fait, on est dans un espace contraint. Quand vous partez d'un projet comme celui-ci, c'est la digue sud d'Arles, donc vous avez une digue qui est entourée par de la ripisylve, parfois très proche du fleuve, et donc quand on veut garantir une digue qui est résistante à la crue millénale, où on va l'élargir, eh ben, soit vous abattez toute la ripisylve, soit vous mettez des enrochements tout le long, soit vous détruisez tout ça, ça peut être une catastrophe écologique. C'est quelque chose qu'on a voulu éviter sur le Rhône aval, et donc on est parti plutôt sur un démontage des ouvrages. Donc on s'est dit, on est dans cette configuration, je démonte ma digue et je vais la reconstruire en arrière des enjeux environnementaux sur des zones agricoles qui sont dénudées d'enjeux écologiques. Donc on s'inscrit dans une stratégie d'évitement des enjeux environnementaux, et ça passe par le démontage et la reconstruction au recul du fleuve. Donc là, vous voyez quelques travaux, hein. On démonte la digue, on refait une belle zone humide, et là, vous avez une vue aérienne. Donc la digue passait ici, hein, elle passait ici, là, elle passait ici, on ne voit pas, elle était quasiment voilà, cachée en fait sous la ripisylve, et donc on vient la réaliser ici. Voilà, et donc la dernière fonction, la fonction sécurité, donc c'est une barrière de sécurité qu'on va dire active. Donc elle va concerner les hommes, donc les agents du CIMADREM. Donc c'est, quand on parle de barrière de sécurité, on parle de surveillance et d'intervention. Alors les surveillances et l'intervention, bah donc on a en fait, ça signifie faire des exercices réguliers. Donc on est comme sur le Rhône, comme sur la Loire, on a des équipes de surveillance enfin, qui sont communales et qui sont mises à disposition à partir d'un certain seuil. Donc en fait ces gens-là, en fait, tous les 2 ans, on fait des exercices avec eux pour s'assurer en fait que la surveillance va être opérationnelle le jour J. On a également des aires de stockage de matériaux pour les travaux d'urgence. On a borné nos digues parce que les équipes de surveillance, bien sûr, même si elles sont équipées de GPS, je veux dire c'est plus facile pour nous de se repérer par rapport à ces bornes. On a une sectorisation des digues qui est faite. Et on a également mis en place un système de communication, en fait, hein, donc financé toujours pareil dans le cadre du plan Rhône. Alors, 7 sites qui ont été équipés, donc c'est un système Tetra, donc on a notre propre système de communication. Alors, quelles sont les raisons? Bah, c'est qu'en 2003, les GPS, alors déjà les GPS en Camargue, ça ne fonctionne pas trop, et en situation de crue, c'est terrible. Donc, nous, sans communication, on est dans le noir, on ne peut rien faire du tout. Donc, l'objectif, c'était d'anticiper cette future crise, et de pouvoir avoir notre propre système de communication qu'on a testé en novembre 2016, qui a été très efficace, puisqu'en fait, toutes les équipes de surveillance, donc il y a une centaine de personnes hein, qui sont sur les digues, sont tous équipés en fait d'un terminal en fait géoréférencé, et on connaît en fait, on voit les déplacements des équipes en temps réel. Donc ça nous a permis d'aborder cette crise, je veux dire en toute sérénité. Voilà, donc là je ne vais pas parler, juste pour dire le plan de financement c'est 40% État, 30% région, 25% département, 5% EPCI, donc une clé de répartition qui est très avantageuse pour les EPCI, il ne faut pas le cacher, c'est grâce aux régions, aux départements et bien sûr à l'État qu'on peut faire ces travaux, donc on les en remercie. Là on est sur par an de 2007 jusqu'en 2030, donc aujourd'hui en fait on a fait, alors c'est du hors taxe, hein, c'est du hors taxe, voilà, on était à 28 millions d'euros hors taxe en 2015, on était plutôt à 15 en 2016, on était à 25 en 2017, on sera à peu près à 30 en 2018, et les 2 prochaines années en fait vont être assez denses pour nous. Alors elles vont être assez denses parce qu'on va démarrer les travaux de création d'une digue entre Tarascon et Arles, et je finis. Donc c'est une digue qui va longer en fait le remblai ferroviaire. Donc c'est un partenariat qu'on a avec la SNCF. On va rendre en fait transparent hydrauliquement en fait le remblai ferroviaire qui faisait office de protection. On va créer une digue résistante à la surverse parallèlement au remblai. Et donc ça c'est un partenariat qu'on a développé avec la SNCF. Et ensuite on ira sur l'aval, sur les digues du Petit Rhône, où on procédera à un décorsetage équivalent à celui qu'on a réalisé au sud d'Arles. Et ensuite, on ira également en fait au sud de Salins-Giraud, en fait, avec des digues résistantes à la surverse. Alors là, on est sur des hauteurs de chute de l'ordre de 1 mètre, 1,50 m, donc beaucoup plus bas. Donc on est en train de s'orienter, donc c'est des questions qu'on se pose hein, et
c'est une réflexion qu'on mène avec l'ERSTEA sur des digues en fait traitées à la chaux. Donc là, on a fait sur un plot d'essai en conditions réelles, on a fait en fait un essai. Et là, vous voyez, toute la terre végétale est partie. On a fait 2 jours de déversement et la digue est restée en intact. Donc on va dire des résultats prometteurs, mais qui méritent encore d'être approfondis. Je vais donc vous parler des installations de surveillance par fibre optique qu'on est en train de mettre en place pour le CIMADREM. Alors, l'objectif de ces installations, c'est une détection précoce de l'érosion interne. L'érosion interne étant l'un des 2 mécanismes de rupture principaux des digues et des ouvrages en remblai en général. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce mécanisme, très rapidement, il s'agit d'arrachement et de transport de matériaux qui constituent le remblai ou sa fondation par un écoulement de fuite qui percole à travers le remblai ou sa fondation. C'est un mécanisme qui représente à peu près la moitié des ruptures de digues en général, que ce soit en France ou dans le monde. Et c'est un mécanisme qui était caractérisé dans ses modes les plus dangereux par une cinétique très rapide. Entre le moment où une fuite concentrée se développe au sein de la digue et le moment où vous avez une rupture par une formation d'une brèche, il peut se passer entre 1 heure et quelques heures. Donc c'est pour vous donner l'idée de la cinétique et des échelles de temps. Alors, par rapport à ce mode de rupture, un ouvrage à remblai, que ce soit une digue ou un barrage, il doit avoir des barrières de défense satisfaisantes. Dans ces barrières de défense, il y a les barrières de défense passives, qui sont les composants structurels de l'ouvrage. Si vous m'avez à présenter notamment la filtration, l'étanchéité, qui sont des barrières absolument indispensables pour l'érosion interne. Et puis il y a la barrière de défense active, qui est la surveillance, qui est aussi nécessaire. Alors un point que vous devez bien avoir en tête concernant la surveillance des digues, que vous soyez GEMAPien ou autorité de contrôle, la surveillance qui est basée uniquement sur les examens visuels n'est pas suffisante pour détecter correctement l'érosion interne. Si vous avez un renard hydraulique qui commence à se former à minuit lors d'un épisode de crue, vous pouvez avoir une brèche 3 ou 4 heures plus tard. Et de manière générale, les moyens que l'on a pour détecter ce genre de phénomène de nuit sur des longs linéaires ne sont pas suffisants. Donc ce constat, on l'a fait à EDF au milieu des années 90, parce que ça ne concerne pas que les digues de protection contre les crues, ça concerne tous les ouvrages en remblai de manière générale, de long linéaire. Et on opère, comme vous le savez, de longs linéaires de digues fluviales à charge permanente, qui sont classés comme des barrages, mais qui ont beaucoup de similarités avec les digues de protection contre les crues, sur de nombreux fleuves et également des digues de canaux. Alors, ça nous a amené à développer une technologie de surveillance des fuites par fibre optique qui, en fait, très simplement consiste à utiliser la fibre optique, non pas pour transformer des informations télécom, mais pour mesurer les températures. Donc la fibre est utilisée comme un thermomètre qui va mesurer la température tous les mètres le long de la fibre. Et la température, c'est un très bon marqueur de la présence de fuite dans un remblai. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les méthodes et les principes, ce n'est pas l'objet de cet exposé, mais c'est pour vous dire qu'on a mené cet effort de développement depuis 2001, de manière continue jusqu'à aujourd'hui, et on poursuit cet effort. Développement au stade recherche, industrialisation, déploiement, voilà, depuis 17 ans. Et donc là, on déploie cette technologie pour les digues du CIMADREM Beaucaire-Fourques et Tarascon-Arles, qui, dans le cadre de ces grands travaux de réfection de ces digues, se justifiait d'une part, de par l'ampleur des travaux réalisés, de par l'importante sûreté qu'avaient ces ouvrages. Donc le CIMADREM a souhaité compléter ces barrières de défense passives, puisque les digues sont complètement remises à neuf, avec une barrière de défense active également, qui soit, disons, à l'état de l'art. Donc les objectifs fixés par le CIMADREM, c'était détecter précocement des fuites qui peuvent potentiellement évoluer vers des phénomènes d'érosion interne, en crue, et évidemment par tout temps, les localiser de façon précise, de manière à augmenter la capacité d'intervention du CIMADREM pour que, si jamais, en étant capable de détecter ces fuites de manière précoce, on ait les moyens de réaliser un confortement d'urgence ou
d'alerter les populations si nécessaire qui se trouveraient à l'aval. Alors, le travail il est réalisé classiquement en 3 phases. Une phase de conception de l'installation, où on commence par conceptualiser le défaut qu'on pourrait avoir au sein de l'ouvrage. Donc là, sur les digues du Simadrem, on a considéré un risque résiduel, bien évidemment, puisque les digues ont été mises à neuf, mais de percolation qui se situerait à la base du remblai de sa fondation. On a modélisé le comportement thermo-hydraulique de la digue en considérant donc une zone de défaut que vous voyez ici sur une petite bande de 50 cm de diamètre. On considère en fait une percolation à la base de la digue, de manière à voir où est-ce que devrait être positionnée la fibre optique au sein du remblai pour être capable de détecter précocement ces fuites. Donc cette phase de conception est indispensable pour vérifier que la méthode va être capable de détecter les défauts qu'on veut être capable de détecter, et puis pour définir précisément toute l'architecture du système. Ensuite, on a réalisé la maîtrise d'œuvre de réalisation pour la digue Beaucaire-Fourques et puis prochainement pour la digue Tarascon-Arles. Et puis la dernière partie du travail consiste à livrer au Simadrem, aux ingénieurs du Simadrem qui vont être en charge de l'auscultation de ces digues et de leur surveillance, le logiciel de traitement qui va leur permettre d'interpréter tout simplement les données fournies par la fibre optique en termes de localisation de fuite et de dangerosité du phénomène qui sont en train éventuellement que le système pourra détecter. Alors le modèle, là il y a aussi un travail très important qu'on a réalisé à EDF de développement de méthodes capables d'interpréter ces données, parce que si vous avez uniquement des mesures brutes de température, vous ne voyez pas grand chose, c'est pas facile à interpréter. Donc on a fait tout un travail pendant 15 ans de développement de méthodes qu'on a éprouvé maintenant depuis plusieurs années sur un linéaire de 80 km d'ouvrage, 40 km pour VNF sur les digues du Rhin et 40 km sur des ouvrages EDF. Ces méthodes ont déjà expérimenté des crues, notamment sur le Rhin en juin 2016. Donc on a déjà une certaine confiance dans la robustesse de cette technologie. Alors sur Beaucaire-Fourques, aujourd'hui les travaux génie civil sont sur le point d'être achevés. En novembre à peu près, ils seront terminés. L'installation fibre optique sera aussi réceptionnée en novembre 2018. On a eu quelques petites ruptures de câbles et des actes de vandalisme au cours de la pose du câble. Donc ça va nous conduire à choisir un câble plus renforcé sur la digue Tarascon-Arles. Néanmoins, le déroulement de l'installation s'est bien passé. On a un coût total de conception-réalisation qui est globalement respecté à 420 kg €. Et pour la digue Tarascon-Arles, dont les travaux vont débuter en début 2019, l'installation de la fibre va débuter en septembre 2019, et là, pour 8 km de linéaire, on a un coût total de conception-réalisation prévu de 300 kg €. Les ruptures de câbles, quand elles se produisent en cours de construction. Ensuite, quand le câble est installé, il a la durée d'une vie d'un câble télécom, qui est au moins de 30 ou 40 ans. Donc quand on a des ruptures en cours de construction, on essaye évidemment de l'éviter au maximum, mais on est amené effectivement à défaire le remblai qui a pu être mis sur le câble et à réparer le câble qui a été sectionné. Mais on utilise des méthodes de contrôle en continu du câble de manière à détecter au plus tôt une rupture éventuelle, de manière à éviter justement d'avoir à défaire tout un linéaire important de vie.